toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va encore concerner le test d'une petite sportive, une petite GTI, un véhicule qui a représenté le must sur la gamme à l'époque, la Citroën C2 VTS, 1,6 litre 16 soupapes. La Citroën C2, c'est la multi-citadine de chez Citroën. Ils ont eu à l'époque la joie chez Citroën de nous offrir une tonne de citadine. Celle-ci, c'était la seule en version sportive. On avait la C1, la C2 et la C3. Celle-ci, elle est de 2006, c'est une phase 2. Je crois que de mes souvenirs, c'est la toute première C2 qu'on montre sur la chaîne. Il y a quelques mois, on avait fait la Suzuki Swift Sport qui était l'exacte concurrence. C'était à l'entrée de l'été, là on est à l'entrée de l'automne. Donc du coup, on va essayer cette voiture. Le test de la Swift étant frais dans la tête, on va pouvoir faire un bon comparatif entre les deux. La C2 VTS qu'on a sous les yeux aujourd'hui, qui va être bientôt mise à la vente chez moi au garage dans les jours qui suivent la parution de cette vidéo. C'est une C2 VTS phase 2 avec le moteur 16 soupapes, légèrement évolué de celui de la Saxo, mais la base technique est la même, elle est commune entre les deux voitures. On va voir là dans quelques minutes sur l'essai routier mes impressions sur la voiture sur la route. Moi qui suis possesseur d'une Saxo VTS 16V depuis, puis j'en ai eu d'autres avant, mais en tout cas celle-là je l'ai depuis 2011 je crois, si je dis pas de bêtises, donc ça fait une paire d'années que je roule en Saxo VTS. J'ai été vendeur, pour la petite histoire aussi, vendeur Citroën à l'époque de ces C2 VTS. Donc il y a de cela maintenant bientôt 20 ans, puisque celle-ci est de 2006. Donc je les voyais neuves, très peu d'ailleurs, puisque c'est une voiture qui a eu un succès commercial relatif. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. Donc cette C2, comme je disais à quelques instants, c'est une 2006. Et donc la C2 VTS en 2006, et d'ailleurs la gamme complète C2, est apparue à l'aube 2003-2004. Donc il y a maintenant 20 ans. C'était le pendant 3 portes de la C3 qui, elle, on a montré plusieurs fois sur la chaîne avec différentes motorisations. Donc ils avaient décidé à l'époque de couper en deux réellement la gamme de citadine avec la C2 et la C3. La C2 étant la version dynamique jeune et vraiment citadine, la C3 étant plutôt orientée nostalgique de la 2 chevaux. Et sur la C2 première du nom, on avait droit donc à une série de moteurs relativement complète, avec en moteur essence le 1,1 litre 1, le 1,4 litre, le 1,6 litre 110 chevaux VTR mais associé uniquement à une boîte automatique, et ensuite le 1,6 litre 16V 125 chevaux ici présent. À partir de septembre 2005, donc on va dire plutôt à partir de 2006 pour la facilité de trouver ces voitures, on avait donc la VTS, enfin la VTS et d'ailleurs les Citroën C2 qu'on va qualifier de phase 2, qui a apporté un certain nombre d'évolutions à l'intérieur et à l'extérieur pour essayer d'améliorer la qualité, parce qu'ils avaient été tellement bas dans la basse qualité qu'ils ont amélioré les choses. Extérieurement, que ce soit une VTS ou une non VTS, on va reconnaître essentiellement la voiture à ses feux arrière légèrement recolorés dans leur couleur. Sur les phases 2, ils sont ici blanc et rouge. Sur les premières générations, ils étaient entièrement rouges. Sinon, pour le reste à l'extérieur, il y a très peu de... Pour le lambda, il y a très peu de possibilités de remarquer la version qu'on a sous les yeux, si c'est une ancienne version ou une version restylée. Par contre, l'avantage quand ils ont sorti la VTS, c'est qu'ils avaient fait une voiture avec une carrosserie sensiblement différente à la C2 de gamme normale. Sur une C2 normale, ils ont ajouté donc les boucliers entièrement peints. Il faut savoir que certaines avaient les... Bon, là ils sont noirs, mais ils sont noirs peints. Certaines C2, elles avaient le plastique complètement brut sur la partie avant. En plus, ils ont rajouté donc les petites moustaches. J'espère qu'on voit à la caméra. Vous avez des petites moustaches en dessous de l'anti-brouillard. Certaines C2 également n'avaient pas les anti-brouillards. Généralement, les C2 qui n'ont pas les anti-brouillards, c'est les C2 qui sont dépourvus de climatiseur. En général, l'option climatiseur, sur une C2 pack ambiance, vous preniez l'option climatisation, vous aviez automatiquement les anti-brouillards qui étaient associés.
Et ensuite, une fois qu'on avait passé cette face avant qui était légèrement évoluée avec cette peinture complète du pare-choc avant et les petites moustaches sur chaque côté du pare-choc, on découvrait des jantes en 16 pouces. Alors, il y a deux modèles de possibles sur les jantes en 16 pouces. D'ailleurs, ce modèle-là, c'est plutôt le modèle de la phase 1. Et on a un autre modèle phase 2 avec les jantes légèrement plus incurvées, légèrement plus dynamiques, je dirais, un peu moins classiques. Là, elles ressemblent un petit peu aux jantes des C4 exclusives en 17 pouces. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la même référence, mais juste une différence de taille. Et les C2 VTS phase 2 avec un dessin légèrement différent. En plus de ça, on avait donc la baguette supérieure de porte qui était intégralement peinte, et en dessous on découvrait un bas de caisse supplémentaire qu'on n'avait pas systématiquement sur les C2, donc la VTS avait droit à ça. On avait droit également à la coquille de rétroviseur peinte, on avait droit à un logo VTS sur l'aile arrière avec normalement le S de couleur rouge. Là, la peinture a perdu de son éclat avec le temps. Et le pare-choc arrière était également donc entièrement peint, contrairement aux autres C2, on va dire de gamme basse, avec également la partie basse peinte entourant le pot d'échappement. Et on peut voir également qu'une canule d'échappement chromée accompagne la voiture. Dernier détail extérieur, petit béquet arrière fixé directement sur la vitre arrière. Comme ça, on le voit complètement. Donc ça, c'était l'apanage de la C2 VTS vis-à-vis de la C2 normale. C'est comme ça qu'on les différenciait. En fin de carrière, ils ont fait une multitude de séries spéciales sur les C2, reprenant les codes stylistiques. Hormis les jantes de la C2 VTS, il devait y avoir de mémoire de vieux vendeurs Citroën, la C2 Slalom et la C2 Tonic et Pulp pour les plus amateurs je dirais de C2 à l'époque. À l'intérieur, par contre, contrairement à la discrète évolution extérieure, l'intérieur d'une phase 2 vis-à-vis d'une phase 1, c'était la révolution. Clairement, il y avait un léger bond en avant en termes de qualité pure, parce qu'on partait de très très bas sur les C2 et C3 premières du nom, les phases 1. Par contre, ces C2 phase 2, elles étaient nettement améliorées dans la qualité de fabrication. Premier point, et l'apparition de ces intérieurs noirs ont grandement augmenté la qualité visuelle en tout cas, puisque ces voitures là au départ étaient vendues avec des intérieurs gris clair, donc c'était pas tout à fait ça donnait exactement l'inverse d'envie d'acheter la voiture, c'est-à-dire que l'intérieur était vraiment pas très joli, il faisait vraiment basse qualité et ça se voyait, contrairement à un intérieur noir comme ça où ça fait pas basse qualité, on trouve une certaine amélioration sur les VTS. Donc là, quand on ouvre l'intérieur de la voiture, on peut voir que l'intérieur, les sièges en tout cas, sont des sièges identiques aux versions exclusives, donc légèrement baquets, une forme un peu particulière. On sent qu'on a quand même des gros sièges pour une si petite voiture. C'était un peu une évolution, hein. À ce moment-là, je dirais que les citadines, quand vous sortiez d'une Saxo et que vous arriviez devant ces sièges-là, vous aviez l'impression vraiment d'avoir un truc d'hyper bonne qualité. Il y avait plutôt un grand bond de ce côté-là, non seulement sur l'aspect visuel des sièges qui faisait assez moderne pour l'époque, mais en plus le côté massif du siège donnait une sensation de confort et de solidité impossible à avoir à l'époque sur une Saxo qui elle faisait plutôt tabouret à côté. Les panneaux de porte, eux, étaient recouverts entièrement de plastique avec différentes matières plus ou moins étranges, comme cette partie qui ressemble un peu à du plastique cartonné. Je ne sais pas trop ce que c'est comme matière. En dessous, une petite poignée effet chrome. Également, la poignée d'ouverture de porte étant en look chrome. On pouvait voir ici l'apparition du pédalier sport, donc qui était lui spécifique au départ au C2 VTS. Petite inscription Citroën sur l'ouverture, le seuil de porte, et donc à l'intérieur, là on voit que on est sur une Citroën haut de gamme de l'époque avec le fameux combiné de climatisation automatique. La C2 soit avait pas de clim, soit une climatisation manuelle, et les versions exclusives, essentiellement exclusives en tout cas, et VTS, avaient droit à ce panneau de climatiseur. De couleur orange. Alors il faut mettre en route la voiture, et là à partir du moment où vous mettez en route la voiture, vous avez la température complète qui s'affiche, donc ça faisait plutôt moderne au milieu des années 2000, c'était plutôt pas mal de ce côté là.
Ensuite, on disposait donc d'un rangement plus d'un autoradio CD et ensuite CD MP3 avec la mention MP3 ici. Celui-ci, de manière optionnelle, on le voit ici avec le petit logo dans l'ordinateur supérieur. Le petit logo téléphone, elle dispose de l'option Bluetooth en plus. Ça, c'est le bouton d'alerte de survitesse. J'ai jamais trop compris à quoi ça servait ce truc. Le bouton pour la désactivation de l'ESP, l'une des rares C2 disponibles avec ESP. Très souvent, elles en étaient dépourvues, même les versions exclusives, etc. Et vous aviez droit à ce levier de vitesse avec le pommeau en aluminium assez épais qui est plutôt agréable en termes de toucher vis-à-vis des pommeaux, des sauts de C2 qui sont dans la même matière que ce truc, mais qui sont montés ici et ça fait une espèce de tube assez haut, on dirait un verre inversé. Les autres pommeaux de C2 là sur les VTS, on avait droit à ce pommeau chromé repris des 206 par exemple. Le volant cuir par contre, il est très souvent de très mauvaise qualité. D'ailleurs on peut voir ici qu'il commence à très légèrement s'effilocher, mais bon, il est plutôt bien préservé quant au kilométrage de la voiture qui est assez important, hein, 238 000. Vous verrez dans quelques temps la vidéo fiabilité ou en tout cas guide d'achat pour une C2 VTS. Donc 4 airbags étaient disponibles, non même 6 airbags pardon étaient disponibles sur les C2 VTS. En plus vous aviez le réglage des rétroviseurs potentiellement rabattable, pas sur celle-ci. Et là le compteur de vitesse, c'est le compteur de vitesse des C2 VTS phase 2. Sur la phase 1 c'était un petit carré que vous aviez au centre avec la jauge à carburant etc sur les côtés. Là vous aviez tout intégré sur le même combiné, ce qui apportait un petit peu plus de modernité à l'ensemble. On peut voir toujours ce contour relativement illisible, mais aussi l'apanage des versions, je sais pas si je coupe comme ça, non ça le fait pas, quand vous aviez, donc vous l'aurez là dans quelques instants à l'accélération de la voiture, là vous aviez en plus donc spécifique aux versions VTS, j'ai mis l'essuie-glace là, un petit cadran, on va dire, entourant le contour qui ressemble un peu à du carbone, hein, c'est vraiment dans les faits, et le bouton RPM, enfin le logo RPM, et à côté vous avez une petite diode qui s'allume quand vous êtes près de la zone rouge, ça s'allume en orange, et ensuite en rouge, donc ça fait accessoire sportif. C'est à peu près le seul, hein, hormis le pédalier en alu et le pommeau, il n'y a rien de sportif dans cette C2. C'est un petit peu décevant de ce côté-là. On aurait aimé avoir un petit truc en plus, sachant que certaines sportives de chez PSA avaient un certain nombre d'accastillages supplémentaires qui auraient pu agrémenter un côté sport. J'ai envie de dire qu'une moquette rouge par exemple, pour rappeler les belles années GTI, ne mange pas de pain, mais en tout cas à ce moment là la GTI devait être plus cachée, plus conventionnelle à l'image de la 206 S16, et il fallait faire quelque chose de beaucoup plus discret, beaucoup moins tape à l'œil. Donc quelques ajustements sur la partie extérieure par rapport à une standard, quelques ajustements à l'intérieur pour justifier les prix supérieurs. Malheureusement les amateurs de sport sont assez contraint par la limitation des parties spécifiques, c'est comme ça. Pour le reste, la longue porte, c'est un des problèmes de la C2 pour une voiture de ville, les portes sont plutôt énormes. La C3 est beaucoup plus courte, c'est dans le style et dans le design de la voiture, hein. C'est fait ainsi. La longue porte, une fois qu'elle est fermée, on a une porte qui faisait de qualité supérieure, encore une fois, par rapport à la Saxo. Bon, les matériaux sont d'assez mauvaise qualité, je dirais. Malheureusement, on aurait aimé avoir beaucoup mieux. Malheureusement, on est assez limité de ce côté-là. La visibilité est plutôt par contre correcte, hein. L'avantage d'avoir une surface vitrée importante, car on a une porte relativement grande, donc on a une très bonne surface vitrée sur cette voiture. Les rétroviseurs sont repris des 206, je dirais qu'il est correct sans plus. Par contre, le montant ici est très important, donc on est assez pénalisé en termes de champ de vision au niveau des ronds-points. On peut voir là de chaque côté que ça nous pèse quand même pas mal. Ici, nous avons la rétrovision arrière qui est correcte. Là, la vue, grosso modo, j'ai celle-ci quand je suis en 3/4. Donc ça va, c'est correct, on y voit quelque chose. Le rétroviseur de qualité moyenne, comme souvent chez PSA, certaines avaient droit au jour-nuit automatique optionnel. Là, celle-ci ne l'a pas. Donc ça, c'est les quelques équipements supplémentaires qu'on pouvait s'offrir sur ce genre de C2. C2 qui a
bénéficier, je le disais tout à l'heure, d'une tonne de série limitée. Il y en avait des plutôt sympas, genre les C2 Sochi, elles sont très dures à trouver, plutôt sympas pour les amateurs de voitures en série spéciale. L'espace à bord à l'avant, déjà le siège, je le disais tout à l'heure, il donne cette bonne impression de confort et elle se confirme une fois qu'on s'installe dedans. Alors c'est pas très baquet pour un siège d'une voiture sportive, c'est les mêmes que sur les versions exclusives, donc c'est pas très baquet, mais malgré tout il y a quand même un petit maintien là, ça fait quand même son travail, ça et ça, donc ça c'est plutôt pas mal. L'assise est suffisamment ferme, relativement choquante pour un citroëniste de l'époque, hein, quand on voit le confort des sièges de Xara, Xantia, etc. C'était l'ancienne école Citroën. Là, on a raffermi beaucoup, on a fait des sièges à la Peugeot, donc le siège est beaucoup plus ferme. Il manque peut-être un petit accoudoir ici qu'on a d'office sur les versions exclusives. Le siège est plutôt très bon. Le genou, il est plutôt pas mal, assez dégagé. Un petit stress côté tibia, mais franchement c'est correct. Et de ce côté-là, le genou aussi, il est de très bonne composition. Pas de problème de ce côté-là. Donc finalement, l'ensemble sur la C2 VTS, à l'avant en tout cas, c'est plutôt bien. On a suffisamment d'espace. Malgré le tableau de bord noir, on dispose d'un espace suffisant. On a un luxe sur la C2 VTS qu'on n'a pas ou très peu sur les autres C2, malheureusement, c'est le siège qui est réglable en hauteur. Donc celle-ci dispose du siège réglable en hauteur et c'est plutôt pas mal parce que les autres C2, comme les C3, on va dire conventionnels, milieu de gamme, c'est des voitures, c'est des tabourets les sièges, donc on est assis très haut, un peu à la manière d'une camionnette, ce qui n'est pas très agréable. La position au volant est plutôt bonne, les commandes aussi tombent bien sous la main, donc le conducteur et le passager avant sont plutôt ravis. On va aller voir par contre ce qu'il en est des passagers arrière de cette voiture. Donc évidemment c'est une voiture 3 portes, donc accès par le siège avant. Donc un petit logo pour nous montrer comment ça marche. Avec ma main blessée, j'y arrive. Donc un dégagement relativement moyen, une vitre qui reste désespérément fixe sur cette voiture. Et quand j'accède à l'arrière, hop, alors là, c'est pas Byzance, malheureusement, donc il y a beaucoup de choses à dire. J'essaye de rentrer derrière mon confort de conduite, donc c'est pas évident à rentrer, mais là, ça y est, j'y suis. C'est naze. Il n'y a pas d'autre mot, à l'arrière c'est pourri. Là, mes genoux, ils sont dans le dos du siège. Alors, faut voir ici, là on peut le voir que c'est quand même assez creusé. Et c'est ce 3 cm là, il change quand même beaucoup de choses. On a les aumônières qui sont assez inaccessibles une fois qu'on met les jambes ici. On a un vide-poche relativement important ici. On a un haut-parleur ici, donc c'est pas mal. Je confirme que la fenêtre ne s'ouvre pas. La ceinture à l'avant est réglable en hauteur, mais pas celle de l'arrière. Et le siège, donc c'est une stricte 4 places, la C2. Du coup, l'espace à bord est assez moyen, assez réduit, très confort à l'avant, mais à l'arrière, du coup, comme c'est une voiture qui a été découpée, en tout cas c'est une C3 qui a été découpée, non seulement l'accès est assez complexe, mais une fois qu'on est dedans, c'est pas terrible. On est en 4 places. Donc c'est pas terrible de ce côté là non plus, et en plus de ça le siège est extrêmement droit. Voilà, donc c'est des mini sièges comme ceux de l'avant, ils ont un peu la même forme, mais en termes de confort ils sont nuls. Très franchement, on est assis très droit, très haut, ma tête elle est quasiment dans le plafonnier, donc très peu de hauteur. Donc c'est un petit peu pénalisant. Pour des enfants c'est correct, pour des adultes c'est un peu la tannée. Voilà, donc on va mesurer. Par contre ils ont l'avantage, alors en sachant que là les sièges ils sont reculés à la position la plus avantagée pour l'espace à bord et la plus désavantageuse pour la partie coffre arrière. On peut voir le coffre arrière une fois qu'il est fermé, la petitesse de l'ensemble et la plage arrière en qualité médiocre. Il n'y a pas d'autre mot malheureusement. Et donc ce siège, si j'appuie sur la molette ici, je peux l'avancer de quelques centimètres, je peux l'avancer jusqu'ici. Donc vous voyez, il y a à peu près 7 cm à gratter sur le coffre. On peut voir aussi ici, modernité oblige, les portes gobelets. Et donc l'extraction au niveau de si je suis assis à l'arrière du conducteur et que je ne peux pas déplacer ce siège pour n'importe quelle raison, on va dire que là c'est un peu compliqué pour moi, je suis obligé de passer au-dessus du tunnel de transmission, pied caché sous le siège, donc c'est vraiment assez chiant
à sortir et à rentrer dans cette voiture. C'est pas l'épreuve la plus agréable. Par contre, une fois qu'on manœuvre le siège pour le remettre dans sa position, il a l'avantage par contre de reprendre sa place initiale. Tout n'est pas perdu dans cette voiture. Le coffre fait preuve d'une certaine originalité, je dirais, avec une ouverture, si je recule la caméra c'est mieux, en deux parties. Voilà, et voilà. Donc ici on peut voir qu'on peut mettre jusqu'à 100 kg. Donc des maigres peuvent s'asseoir, les gros abstenez-vous. Et ici on peut voir donc la même chose, les sièges coulissants. Là on peut voir aussi une petite poignée qui vous explique qu'on peut avancer le siège. Alors moi j'ai la main un peu en vrac donc je peux pas trop le faire, mais si vous appuyez ici vous pouvez le faire. Et autre délice de cette voiture, c'est qu'on peut retirer les sièges arrière un peu à la manière des monospaces avec la petite poignée qui est en son centre, et les sièges peuvent vous offrir à ce moment là un vrai petit break. Et dans ces conditions-là, c'est plutôt pas mal. Donc, d'un point de vue purement charge, c'est plutôt pas mal. D'un point de vue place arrière, c'est pas terrible. Mais si vous avez des enfants, c'est plutôt pas mal parce que ça fait une voiture hyper compacte avec un volume de chargement intéressant. Une machine à laver, ça peut rentrer dedans, a priori, sans trop de difficultés. Donc ça, c'est plutôt correct de ce côté-là. Par contre, les sièges arrière, en termes de confort et tout, c'est pas Byzance. Donc on va aller mesurer ça immédiatement pour voir qu'on ne dit pas de bêtises. Le coffre est tout petit. Alors on est encore une fois en position... alors là j'ai mal fait mon truc parce que je bougeais. On est en position plus petit coffre possible. Donc il y a 25 cm grosso modo de coffre en longueur. Et 92 cm, voilà, la mise au point se fait de large. La pluie commence à nous offrir ses plaisirs. En largeur au coude à l'arrière, on a droit à 1,29 m et en longueur aux jambes, on a droit à 51 cm. Ça me paraît être une belle valeur. Voilà, 51 tout pile pour cette voiture. Je m'attendais à vraiment beaucoup moins. De mémoire, ça doit être grosso modo la valeur d'une Clio 4. Enfin, un dernier point avant de partir sur la route avec cette voiture, donc c'est la partie mécanique. On peut retrouver ce fameux TU5 JP4, notre bon vieux TU5 JP4, je crois même S pour les intimes, 1,6 litre, 125 chevaux avec son couvre moteur avec le gros logo 16V en place, l'admission spécifique aux versions C2 VTS, je vais dire Saxo mais non, C2 VTS. Donc c'est un ensemble où il y a plutôt de la clarté, plutôt une bonne fiabilité sur cette mécanique. On va aller l'essayer sur route pour voir si du coup en termes d'agrément et de rapidité il surpasse la Suzuki Swift Sport 125 chevaux. Voici donc au volant de la C2 VTS 1,6 litre 16V. Elle est de 2006 comme je disais tout à l'heure. C'est la phase 2 comme je disais tout à l'heure. Et la C2, la première approche, c'est que on a quand même une... contrairement à ce que on peut voir de l'extérieur, on a une bonne sensation d'espace quand on prend place à bord, et ça c'est la première chose que l'on remarque. On remarque aussi que j'ai repris le parcours d'essai à l'ancienne, le traditionnel, l'historique. Ça ne déplaira pas à certains. Et du coup, voilà, on a une bonne sensation d'espace, un peu plus étriqué à l'arrière. Il manque quand même un petit réflexe, parce que maintenant on est des vieux, on aurait voulu un petit accoudoir là, mais en tout cas c'est pas comme sur une C3 exclusive, il n'y en a pas, parce que c'est le sport sur la C2.
Mais ce qui fait pas sport, moi je trouve dès le départ, c'est la sensation de la direction. Elle est trop légère, un peu moins légère que sur les autres parce que les roues sont un peu plus grosses. Mais quand même une sensation de légèreté de direction. On va essayer l'accélération comme avant. Ça fait du bruit, mais ça va pas vite. En tout cas, pour ceux comme moi qui ont connu ou qui connaissent la Saxo VTS, bah on sent que le moteur est nettement plus éteint dans la Saxo, que dans la Saxo sur cette C2. C'est un peu le mal de ces mini GTI qu'on va qualifier de nouvelle génération, qui étaient sortis donc en gros dans la deuxième moitié des années 2000. Elles étaient beaucoup plus lourdes en gardant des petits moteurs atmosphériques. Il y a quelques mois, j'avais essayé la Swift, on avait un peu le même problème. Peut-être un peu moins marqué dans le creux à bas régime que pouvait représenter la voiture. Là, moi, j'ai pas encore monté la vidéo, évidemment, puisque je suis en train de la tourner. Et j'ai pas encore mesuré l'accélération, donc je sais pas ce que ça vaut. Là, comme ça, je dirais les valeurs sont assez proches, mais peut-être la C2 inférieure malgré tout. C'est un peu mon pronostic. Bon, vous l'avez déjà vu, l'accélération elle a été déjà passée il y a quelques minutes maintenant dans le montage de la vidéo. Dans le côté sport de cette voiture, donc je le disais tout à l'heure, il n'y a pas la direction malheureusement. Elle est trop légère à mon goût. Cependant, la suspension elle est assez ferme, la voiture est assez réactive, on sent qu'elle donne la sensation de vouloir virer assez à plat. Par contre elle est assez bruyante, la boîte est assez courte. Là à 95 km/h je suis à 3200 tours. Donc la boîte elle est assez courte, ce qui fait qu'on a une voiture globalement assez bruyante. Mais comme la Swift l'était, donc sa principale concurrente avec la Twingo RS, la Twingo 2 RS, voilà, donc on a un châssis qui est malgré tout dans la température Peugeot, c'est-à-dire un châssis bien dynamique. On a une voiture qui vire assez à plat, qui est très agile, qui est je pense meilleure de ce côté-là que la Swift du début de l'été. La Swift du début de l'été s'incline en termes de châssis face à cette C2 du début de l'automne. Le maniement de la boîte, je préférais celui de la Swift à celui-là. Celui-ci est un peu plus long dans l'engagement à la manière des Peugeot. Mais le châssis est meilleur sur celle-ci. Même en l'attaquant un peu, on peut se faire largement plaisir avec. Un peu coupé par le SP par moment pour les plus radicales d'entre nous, pour ceux qui ont connu les vieux machins. Donc elle est finalement c'est une voiture qui fait preuve d'assez largement de conciliation en fait. Elle est pas alors ça du coup une voiture qui n'est pas tellement radicale va avoir ses adeptes parce que du coup ça peut faire une voiture sympa et polyvalente. Mais ce qui était finalement moi je pense qu'on s'est un peu écarté de la philosophie sur ces GTI, et cette C2 marque bien le truc, c'est qu'on a plus une voiture polyvalente qui va rouler relativement vite dans un dynamisme certain, mais qui va pas être assez sportive comparé à la Saxo. Normalement quand on fait évoluer des voitures, quand on les fait progresser, c'est pour que normalement les qualités du modèle précédent, enfin à mon avis, soient augmentées. Et là les qualités de performance, de sportivité ont descendu, ce qui est dommage sur une GTI. Alors, par contre par rapport à une Saxo, c'est à des années-lumière en termes de confort de suspension, de confort même général, le siège etc est meilleur, bien que la sonorisation je trouve qu'il est moins bien sur la C2 que sur la Saxo. Mais et pourtant la Saxo c'était pas terrible.
mais on a une voiture un peu plus polyvalente tout en gardant des côtés un peu radicaux comme la boîte de vitesse assez courte. Donc ça donne un mélange de cette génération de GTI qui était je dirais pas raté, mais du coup qui arrivait sur une motorisation un peu faiblarde. C'est pour ça qu'on a les super GTI qui sont sortis un peu au même moment avec les Clio RS 2, 3 et 206 RC, enfin en tout cas pour rester sur les GTI françaises. Après les Allemands faisaient plus grand chose à ce moment là, puisque ils sont jamais été très bons en termes de châssis, mais genre les Corsa OPC, parce que la Corsa GSI finalement je crois que c'est la Corsa AC avec le 1,8 litre 125 chevaux, c'était pas génial non plus, c'était un peu une bagnole de compromis aussi. Donc voilà, on a malheureusement sur cette génération de C2, on a une voiture de compromis qui aurait mérité un peu plus de radicalité. On aurait pu rêver, alors ça n'existe pas, mais un TU avec moteur 1,8 litre qui ferait 150 chevaux, un truc qui soit différent de la Saxo. Voilà, c'est peut-être pour ça que cette carrière de C2 VTS a été ratée en neuf, parce que voiture pas assez radicale. C'est un petit peu décevant, mais en même temps il y a un côté polyvalent qui pourrait plaire à certains. Quand on veut pas un truc trop radical, on reste sur une voiture polyvalente. Donc après, à vous de faire votre choix. Un tout petit peu plus de dynamisme qu'une version standard, une voiture plus performante malgré tout, ou alors vous êtes un peu un radical comme moi, et si vous achetez une GTI, c'est pour avoir une GTI, et là la C2 risque un peu de vous laisser sur votre faim. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouveau test sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.